Et Mona, je crois que l'on peut présenter Dr. Roua Bansal et Dr. Simon Tanguay et qui vont nous parler de la prochaine session qui est à propos des options de chirurgie pour le cancer du rein à Cancer du rein Canada. Alors, bienvenue, messieurs. C'est bien de vous voir aujourd'hui. Merci, Christine. Merci pour cette présentation. Je suis honoré de partager cette scène avec le Dr. Tanguay et d'autres présentateurs aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, je vais vous présenter brièvement Dr. Bansal. Il est un neurologue au Centre Health Science à Winnipeg, au Manitoba. Il est un professeur assistant dans la section d'urologie à la Faculté des sciences de la santé de l'Université du Manitoba et un directeur de recherche pour les programmes d'urologie. Et Dr. Tanguay est premièrement notre président et notre aviseur médical pour Kidney Cancer pour Cancer du rein Canada. Il est professeur et président de la division de l'urologie à l'Université McGill. Dr. Tanguay a été impliqué avec Cancer du rein Canada et au réseau au Canada et ses créations et il a été un militant de longue date et nous sommes contents de tout son support. Alors, merci de vous joindre à nous. Alors, je vais vous laisser commencer. Merci encore. Alors, on nous a donné la présentation sur la gestion du cancer du rein et avons entendu des présentations très informatives. Nous allons essayer de garder cela assez simple et on peut peut-être reprendre toute une journée à parler de ceci. Nous avons essayé de le mettre dans un langage clair le plus possible pour que ça soit aidant pour les auditeurs aujourd'hui. Nous n'avons pas de divulgation à faire pour cette présentation. Alors, ceci est l'énoncé. Je vais parler un peu des statistiques. L'établissement du stade du cancer du rein et aux traitements chirurgicaux. Nous allons parler de la moitié de ces sujets et Dr. Tanguay fera l'autre moitié. Alors, si on parle du cancer du rein, en regardant les statistiques canadiennes les plus récentes, nous voyons que le cancer du rein est d'environ 4,5 et 2,3 chez les femmes. Et à propos des morts par cancer, environ 3 chez les hommes et environ 1,7 chez les femmes. D'autres chiffres, en 2021, on s'attend à avoir 7 800 nouveaux cas de cancer du rein au Canada, environ 2 000 décès et une prédominance de 2 femmes pour un homme. Et en tout, ce sont des tout combiné, localisé, métastatique. Le taux de survie est environ de 5 ans d'environ 73 et de 10 ans est d'environ 64 Et je regardais les statistiques de cancer. J'ai préparé une présentation semblable à Winnipeg il y a 2 ans. On était à 67 pour le taux de 2 ans. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? C'est à cause que dans le temps, si on regarde ces graphiques, l'âge, la mortalité standardisée diminue, probablement à cause de l'amélioration des traitements. Maintenant, principalement dans le contexte métastatique, lorsqu'on parle brièvement de l'établissement des stades, pour la maladie localisée, ça dépend de la grandeur de la tumeur. Le stade 1 peut être jusqu'une tumeur jusqu'à 16 cm, ça pourrait être divisé de manière pour des masses plus petites. Le stade 2 est de plus de 7 cm. Ils sont les deux dans les fascias ou les couches entourant le rein. Le stade 3 va à l'extérieur du rein à un des vaisseaux sanguins et pourrait être à différents niveaux, pourrait être dans les vaisseaux sanguins du rein. Et le stade 4, où il quitte le rein complètement, et
font l'invasion de structures avoisinantes. Alors, en grande partie, les traitements pour les stades 1, 2 et 3 sont chirurgicaux où on essaie de les enlever. Ou dans les environnements métastatiques, ça pourrait être une combinaison de différentes choses, principalement dans les thérapies systémiques. On parle d'immunothérapie et, et nous parlerons sur cela aussi. La masse rénale, nous en parlerons dans une diapo ou deux, c'est où lorsqu'on prend un petit morceau de la tumeur pour voir s'il y a du cancer dans cette masse dans le rein. Je parle à mes patients que ceci pourrait agir comme un diagnostic pour des cancers localisés, mais aussi pour des patients qui pourraient avoir d'autres diagnostics, par exemple des lymphomes, où il y a un doute ou lorsqu'un patient a une autre tumeur primaire et il y aurait des tumeurs secondaires au rein. D'autres indications pourraient qu'il y ait de l'inflammation atypique et les différencier de la tumeur, ça pourrait être aidant. Ou si quelqu'un se présente avec une maladie métastatique pour aider avec les diagnostics d'outils sur quel est le bon type de thérapie. Et lorsque je parle de biopsie, pourquoi est-ce que cela pourrait faire davantage de sens dans les masses plus petites? C'est parce qu'un quart, un cinquième d'entre elles pourraient être bénignes et ne sont pas cancéreuses. Et de celles-là, celles qui sont cancéreuses, 60 à 70 pourraient être des tumeurs indolentes avec un peu de potentiel malin et avoir d'autres options telles que la surveillance, la chirurgie et l'ablation. Et pendant une période de temps, à mesure que les thérapies s'améliorent, ça a mené à de l'excellente sensibilité, spécificité et de valeur prédictive. 99 voulant dire pour des patients qui ont eu une biopsie positive pour les cancers du rein, il est peu probable qu'on appelle ça du cancer, alors que ce ne le soit pas. Les complications sont diminuées de manière sensible, spécialement avec les techniques contemporaines de faire des biopsies. Et ceci nous aide avec les décisions, gardant en tête les valeurs du patient, mais on devrait être prudent et faire attention avec les gens qui sont sur anticoagulants et peut-être devront être besoin d'être cessés 4 à 5 jours avant. Des limites de la biopsie pourraient être des taux de non-diagnostic de 14 et des biopsies négatives lorsqu'il y a une biopsie bénigne. C'est parfois difficile de savoir si la biopsie venait d'un tissu rénal normal ou si c'est en fait une tumeur bénigne. Mais avec la biopsie répétée, ceci peut être utilisé. Les valeurs euh, prédictives négatives, 80 comme on a discuté antérieurement, ça pourrait être difficile à prédire le grade de la tumeur. Cela pourrait avoir à faire avec la tumeur elle-même et parfois c'est avec les néoplasmes oncocytiques de les différencier des oncocytomes qui sont des tumeurs bénignes ou d'autres des masses rénales cystiques ne pourraient pas être adéquates pour la biopsie non plus. Alors, en tout, je crois que c'est une addition utile et devrait être utilisée dans une approche utilitaire et devrait être évitée si ça ne va pas changer le traitement, la gestion pour le patient. Je parle à mes patients que si la biopsie ne va pas changer la gestion, alors on peut probablement ne pas prendre cette avenue. Deux diapositives à propos de la surveillance active, c'est la surveillance de la tumeur avec
la motivation d'intervenir s'il y a progression. Il y a différentes raisons pour des gens pourraient être plus indiqués pour de la surveillance, pourrait être relié au patient ou à l'autre. Si quelqu'un est fragile, âgé, a des comorbidités ou ne sont pas prêts à prendre les risques qui viennent avec l'intervention, ou peut-être ils auraient une fonction rénale pauvre, de telle manière que le traitement pourrait les mettre à des risques pour la dialyse. Certains risques reliés à la tumeur pourraient être que cette tumeur pourrait être petite et ne grandisse pas très rapidement. Ils ont des facteurs d'imagerie favorables, non adhérents. Ils sont de manière prédominante, cystiques de manière prédominante. Les tumeurs cystiques ont un pronostic assez favorable et ils ne grandissent pas très rapidement. Ou s'ils ont une histologie favorable, si la biopsie a déjà été faite, ou s'il y a une chance ou une évidence de gras dans la tumeur, euh, suggérant un lipome de 20 à 25 sont bénins et d'autres, ils grandissent 1 mm par année lentement. Les tumeurs plus grandes ont de plus grandes chances d'être des tumeurs à haut grade ou maladies de plus haut grade. Ils transportent le potentiel de d'épanchement à d'autres organes dans 1 ou à 2 des cas sur 5 ans. Alors, pour ceux qui sont sur surveillance active, certaines des raisons possibles qu'une intervention serait plus utile. Certains ces déclencheurs pour ces interventions sont si les tumeurs augmentent à plus de 3 cm, s'ils changent de stade, en d'autres termes, s'ils vont d'un stade à un autre, s'ils grandissent plus rapidement, plus de 5 mm par année, ou s'il y a un changement dans les facteurs tumoraux chez le patient, un dont on a déjà parlé, ou il y a de l'information additionnelle disponible s'ils ont une dysphonie et la biopsie confirme qu'il y a une tumeur à haut grade, alors ceci pourrait être une raison. Alors, en revenant aux néphrectomie partielle versus radicale, les facteurs à considérer, c'est les partiels est d'enlever une partie du rein et radical est d'enlever le rein au complet avec la tumeur. Dans certaines des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait être plus adéquat à une néphrectomie radicale ou partielle est la grandeur de la tumeur. Les tumeurs plus petites sont plus favorables à des néphrectomies partielles. La localisation, comme dans ce diagramme, certaines des tumeurs sont sur le rein et d'autres sont à l'intérieur du rein. Et si la tumeur est complètement où les vaisseaux sanguins médullaux sont, ils ne pourraient pas être indiqués pour des partiels et ils pourraient décider d'aller avec une néphrectomie radicale. Si quelqu'un a seulement un rein, alors cela devient très important d'essayer de sauver le rein autant que possible versus si quelqu'un a un deuxième rein complètement fonctionnel et une d'apparence normale. Si quelqu'un a des tumeurs bilatérales, alors c'est plus indiqué ou plus cela devient presque impératif d'essayer d'enlever partiellement au lieu d'une néphrectomie radicale. Si quelqu'un a des tumeurs familiales parce qu'ils sont à risque et ont besoin de diverses chirurgies dans le temps, alors l'énucléation est habituellement plus indiquée. Et d'autres risques pourraient être reliés à la fonction rénale elle-même, ayant une diminution des fonctions rénales ou des maladies de rein chroniques ou d'autres signes qui pourraient les mettre à risque dans le futur. Par exemple, la protéinurie, ils sécrètent beaucoup de protéines dans l'urine, ils ont de la pression artérielle élevée, des pierres au rein ou récurrentes ou de l'obésité. Toutes ces choses doivent être considérées en considérant une néphrectomie partielle ou radicale, comme j'ai dit, un enlèvement partiel et total avec la tumeur et la néphrectomie radicale. Et la néphrectomie partielle vient avec une diminution de la fonction rénale. Ça a été vu comme
démontré comme ayant ralenti la progression de la maladie en gardant les mêmes bénéfices de résultats pour le cancer dans 1%. Et de ce qu'on a parlé ce matin, c'est une opération plus technique, les chances de saignement est plus élevées et 1 à 2 des patients vont avoir besoin d'un genre d'intervention et ils auraient besoin qui pourrait être sévère, un risque de 1 de fuite urinaire pour lequel il aurait besoin d'un placement d'un stent mais pour des suivis à plus long terme, ils ont de meilleurs pronostics pour des fonctions rénales et moins de dialyse dans le long terme. Dans ce on a parlé ce matin d'aide décisionnelle, on a développé certains de ces outils spécialement pour des petites masses, pour des néphrectomies partielles, des néphrectomies radicales et la surveillance. Et je crois que ces outils pourraient être utiles pour décider ce qu'il voudrait aller avec le traitement. Lorsqu'on parle de la néphrectomie partielle ouverte, ça dépend de où se trouve le tumeur, de la taille, où ça peut être accessible. Ça peut être par ici, on peut arriver par le flanc, par du côté. Ça dépend où l'incision est faite. Des fois, ça peut être enlevé. Alors, si vous pouvez voir ici, ça peut être en avant, juste en dessous de les côtes. Alors, on va faire une dissection du rein, on va enlever le tumeur, on va essayer d'apporter le flux sanguin. Alors, des fois, on va trouver une échographie pour déterminer les limitations. Alors, des fois, on va porter justement qu'on ferme bien on ferme tous les vaisseaux sanguins et on ferme le rein avec des points de suture spéciaux. Alors, il a été démontré que il y a une sûreté oncologique pour jusqu'à les tumeurs jusqu'à 7 centimètres. Et on a vu aussi avec le temps on a pris davantage concernant la néphrectomie partielle. Alors, les médicaments qu'on utilise, qu'on a vu justement dans un essai randomisé, ce n'est pas nécessaire. Si on a un rein opposé normal et aussi avec un essai qui a été mené par une équipe canadienne de l'Ottawa. Alors, vous allez pouvoir réduire justement les métabolismes du rein. Et de cette façon, si on n'est pas comme de refroidir le rein, alors on a eu justement des preuves justement pour changer le temps, les pratiques avec le temps. Alors, il y a quelque chose qu'on doit prendre concernant ici l'essai sur l'hypothermie rénale. Alors, on voit ici qu'on peut voir sur cette photo ici pour s'assurer qu'on peut voir ici à gauche, on peut voir la différence avec l'incolation. Alors, ça, c'est préféré pour les patients qui ont des tumeurs multiples, bilatérales, entre autres. Et l'idée derrière cette technique, c'est s'assurer qu'on va pouvoir préserver le rein parce qu'il y a un risque que la tumeur revienne et que d'autres chirurgies soient nécessaires à l'avenir. Alors, ils sont sécuritaires et c'est capable de pouvoir préserver les fonctions du rein. Alors ici, la néphrectomie partielle par laparoscopie, c'est faire le même type de chirurgie avec des instruments de laparoscopie. Alors, on va apporter 3 ou même à 4, 5 incisions sur le ventre. Vous allez utiliser ces instruments de laparoscopie.
Vous allez sortir le rein, vous allez examiner le rein pour déterminer où se trouve le tumeur exact, où il se trouve présent exactement. Vous allez, par exemple, couper le flux sanguin, puis par la suite enlever le tumeur, apporter les sutures nécessaires, fermer l'incision. Ça sur le même processus dans un processus minimal d'invasion. Alors, ça, c'était ma partie. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Dr. Tanguay et par la suite, on va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vais faire cette deuxième partie de cette présentation. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, la prochaine partie, je veux parler justement de la néphrectomie radicale. Et je sais quelque chose qu'on utilise pour pouvoir enlever tout le rein. Et c'est comme on l'a mentionné pour la néphrectomie partielle. Il y a des différentes manières qu'on peut faire ça. Il y a différents types d'incisions. Et ça devient la préférence du chirurgien, de son confort aussi. Et des fois, ça dépend de votre anatomie parce que ça se peut, par exemple, que vous avez d'autres chirurgies parce que ça va influencer la prise de décision de votre chirurgien. Alors, clairement, la chirurgie plus importante que la néphrectomie partielle. Alors, il y a plus de douleur. Alors, des fois, on va utiliser l'épidurale suite à la chirurgie pour contrôler la douleur pendant les prochains jours. Et aussi, voir un séjour dans l'hôpital un plus prolongé. Alors, comme on peut le faire à travers le côté ou on peut faire à travers l'abdomen en apportant une incision juste en dessous des côtes. Alors, c'est vraiment une question de la préférence du chirurgien et ça dépend justement de l'importance du tumeur. Si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si on regarde justement la néphrectomie radicale peut se faire juste par utiliser la laparoscopie. Alors, l'idée de pouvoir utiliser l'ouverte ou fermée, ça va dépendre vraiment de la préférence du chirurgien, du confort encore du chirurgien et aussi la taille du tumeur, si c'est en train de toucher d'autres organes, pardon. Alors, peut-être que ce n'est pas sécuritaire d'utiliser l'approche laparoscopique. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? Les gens vont faire 3, 4 incisions qu'on peut voir ici pour pouvoir insérer l'appareil ou l'instrument. Alors, une fois qu'on a enlevé un des reins, on va enlever le rein à travers une incision de la partie inférieure de l'abdomen. Alors, c'est une chirurgie qui est normalement moins douloureuse. Lorsqu'on fait cela, nos reins sont trouvés derrière les intestins. Alors, on va passer à travers la cavité. Alors, on va voir l'intestin. On va déplacer l'intestin pour qu'on puisse avoir accès directement au rein. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise laparoscopique? C'est la même approche, mais c'est les techniques qu'on utilise. Mais lorsqu'on fait la chirurgie rénale, alors il y a tout un flux de sanguin qui passe à travers ce rein. Alors, une des premières choses qu'on a besoin de faire, c'est de pouvoir identifier les vaisseaux qui alimentent votre rein. Et par la suite, on va attacher une ou multiples artères. Alors, c'est beaucoup important sur son scan ou sur l'échographie, de déterminer cela pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et puis après, on va on va sévère l'urtère pour pouvoir, ou déplacer l'urtère pour pouvoir avoir accès au rein. Alors, la technique est un petit peu plus différente, mais sinon, le concept est le même. Lorsqu'on fait cela, on va passer justement de toute la glande surrénale. Donc, on en parlera prochainement, mais on ne va pas enlever la glande surrénale, on va juste la libérer. Alors, c'est une glande qui se trouve au-dessus du rein. Alors, on voit ici. Alors, ça fournit des hormones. Alors, on peut en vivre avec seulement une, mais si on a besoin d'enlever cette glande, on va essayer de les préserver. Alors, lorsque un des reins est complètement libéré, qu'est-ce qu'on fait? On met le rein dans un sac. Alors, il y a dans l'abdomen, on a les outils qui nous permettent justement de déployer un sac pour insérer le rein dans le sac et pour éviter tout type de problème. Alors, on va faire une incision dans le bas de l'abdomen et par la suite, on va enlever le rein. Alors, le rein est
il demeure intact, il n'est pas décortiqué. Alors, c'est une manière pour le pathologiste de pouvoir évaluer votre tumeur sans compromettre votre rein. Alors, le cancer du rein, c'est une caractéristique unique. Alors, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez le cancer ou les patients atteints du cancer du rein. Alors, la tumeur s'étend dans la veine cave. Ça, c'est la veine qui est responsable pour pouvoir vider le rein. Alors, lorsqu'on voit ces thromboses du rein, ça va pousser à travers le rein, ça va flotter dans le veine qui est attaché à la tumeur principale. Lorsque ça arrive à la veine cave, c'est la veine cave qui est responsable pour alimenter votre cœur de sang. Cette thrombus va croître et ça va pouvoir aller directement au cœur. Alors, ce que vous pouvez voir dans ces dessins ici, vous pouvez avoir la tumeur qui apparaît en noir, ça va se propager dans les veines pour aller directement au cœur. Alors, ce genre de tumeur, on le voit parfois, ce n'est pas la représentation la plus importante, mais c'est une tumeur qui est difficile du point de vue chirurgical parce que ça demande une chirurgie plus importante. Alors, on doit entamer une approche multidisciplinaire pour pouvoir faire la chirurgie. Alors, cela veut dire que ça se fait de manière ouverte et c'est de pouvoir enlever le rein entier et aussi d'enlever le tumeur qui se trouve au sein de la veine cave. Alors, c'est différents types d'incisions qu'on peut faire cela. Lorsque ça va directement au cœur. Alors, on va normalement faire ce type de chirurgie avec un cardiologue pour pouvoir utiliser tous leurs outils ou instruments disponibles pour pouvoir circuler du sang à l'extérieur du corps pour pouvoir ouvrir le cœur et enlever justement ce caillot. Alors, ça, c'est une manière, vous allez pouvoir justement la grandeur du tumeur, assurer que tout est bien propre, que tout est bien enlevé. C'est une chirurgie qui est plus importante, qui est plus compliquée et qui est associé justement, qui est associé à un taux de mortalité plus élevé. Alors, voici un autre dessin qui vous permet de voir la complexité de cette opération, de cette chirurgie. Alors, vous pouvez voir la thrombose de la tumeur veineuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cela, on a besoin de bloquer tout le flux sanguin qui passe à travers de cette veine. Alors, ce qu'on va l'ouvrir pour pouvoir enlever la thrombeuse, il n'y a pas de... Il va y avoir peur de saignement, d'hémorragie. Alors, on veut juste s'assurer que pouvoir créer une veine suite à suite à que le tumeur soit enlevé pour pouvoir assurer l'intégralité de cette veine. Alors, il n'y a plus risque d'infusion sanguine, aussi plus de complications en général. Prochaine diapo. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, ici de la dissection des ganglions lymphatiques? Que ça peut se propager à travers des vaisseaux sanguins. Alors, il parle suite aux os, au cerveau. On pourrait se propager à travers des ganglions lymphatiques. Alors, là, le premier arrêt, si cela a lieu, si ça se propage de cette manière, c'est de se présenter dans les ganglions lymphatiques. Alors, pour ce type de chirurgie, on va faire une dissection des ganglions lymphatiques et pour pouvoir l'enlever. Alors, cela a démontré que c'est une procédure qui doit se faire de manière régulière. Alors, si vous voulez justement dans vos échographies, dans le IRM ou DTM, vous n'allez pas procéder avec ce type de chirurgie. Alors, si vous allez voir certains des ganglions lymphatiques qui sont élargis et que ce n'est pas clair que c'est lié au cancer du rein, parce que des fois, ça peut être juste une réaction du rein suite à l'inflammation, et que le ganglion lymphatique est plus élargi comme réaction sans avoir des cellules cancéreuses. Mais si on trouve justement des ganglions lymphatiques élargis, on va enlever les ganglions lymphatiques impactés pendant la chirurgie
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a parlé justement on parlait de la glande surrénale auparavant. Alors, est-ce qu'on devrait enlever cette glande surrénale? Alors, vous pouvez voir ici dans ce dessin, c'est que la glande surrénale est très proche au rein. Alors, si on parlait de la génération de chirurgiens qui venaient avant nous, ça faisait justement la partie de la chirurgie, indépendamment de la taille du tumeur. Alors, on s'est rendu compte avec le temps que ce n'était pas nécessaire. Alors, en enlevant la glande surrénale, c'est seulement dans la tumeur plus large. Et maintenant, on se rend compte que la glande surrénale n'est pas envahie par le cancer. Alors, s'il n'y a pas, il n'y a pas de on n'est pas capable de le détecter dans le TDM ou dans le IRM, on va pas la toucher parce que c'est un organe qui est important et on veut le sauver pour que ça peut continuer avec ses fonctionnalités normales. Alors, s'il y a un risque que la tumeur s'est propagée à la glande surrénale ou est en train d'évahir la glande surrénale parce qu'elle est tellement proche, à ce moment-là, on va l'enlever au moment de la chirurgie ou sinon, on va laisser la glande surrénale en place. Alors, si on regarde les différents avantages ou les inconvénients, alors normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le type de chirurgie à travers les différentes chirurgies, que ce soit ouvert ou fermé. Alors, il y a vraiment l'avantage d'utiliser un ou l'autre. Alors, je crois pour que les patients, pour vous, en tant que patient, ça peut être différent parce que des fois, ces types de chirurgie va avoir moins de douleur, il va avoir moins de perte de sang parce que normalement, c'est des chirurgies qui sont moins complexes. Au séjour à l'hôpital est beaucoup plus court parce que par exemple, on enlève le rein à travers de la laparoscopie, ça va se faire ils vont faire une ou deux jours, mais ce serait un séjour plus prolongé si on enlève le rein à travers une chirurgie ouverte. Alors, la plupart des gens sont capables de pouvoir retourner à leur vie normale plus rapidement. Alors, il faut se rappeler qu'on lorsqu'on fait une incision, c'est le risque d'une hernie. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux patients de limiter leur activité physique. Mais ça, c'est vrai pour les deux types de chirurgie parce que les incisions qui sont faites, il y a une qui est plus large pour pouvoir enlever le rein. Alors, ça a besoin de se guérir. Alors, il y a certaines limitations qui peuvent se présenter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la chirurgie robotique? Alors, ce type de chirurgie, c'est un type de laparoscopie. Alors, c'est une caméra qu'on va insérer qui nous permet de pouvoir faire la chirurgie. La seule différence entre ce type de chirurgie et l'autre chirurgie, c'est qu'on peut voir ici, lorsqu'on est en train de faire la laparoscopie, ici, le chirurgien tient les instruments dans sa main, puis il travaille pour faire ces petites insertions, mais lorsqu'on utilise la chirurgie robotique, le chirurgien est en train de travailler à travers un console. Alors, le chirurgien est en train de faire sa chirurgie de cette console et non directement sur le patient. Alors, la plupart des hôpitaux canadiens, on les utilise parfois, mais on les utilise pour la néphrectomie partielle parce que ça permet justement pour réparer les dissections. Puis une fois qu'on a enlevé le rein entier, et on va faire une néphrectomie radicale, on va utiliser la laparoscopie comme l'approche principale. Et ça, c'est la pratique qu'on a dans le centre et j'assume que c'est la pratique privilégiée dans les autres centres. Alors, la raison pour cela, c'est que la plupart de ces rapports sont partagés en différentes spécialités. Alors, ce n'est pas quelque chose qui peut appartenir uniquement au département d'urologie. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dispendieux. Alors, on essaye de choisir les chirurgies qui vont avoir l'incidence plus importante si cette approche est entamée. Prochaine diapo. Alors, lorsqu'on parle justement de l'ablation du tumeur, alors au moment que vous êtes diagnostiqué et que la maladie s'est propagée à d'autres organes, puis on voit par exemple métastase, est-ce qu'on devrait enlever
le rein avec le tumeur ou le laisser en place. Alors, c'est justement un point de controverse que justement que les preuves démontrent différentes options. Alors, on va enlever le rein avant de passer au traitement de la métastase. Alors, présentement, il y a des études justement qui ont démontré que l'ablation du tumeur primaire dans un contexte d'un patient où le cancer ou le tumeur est en train d'atteindre d'autres organes. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait par utiliser la chirurgie pour enlever le tumeur ou utiliser l'ablation ou la radiothérapie. Mais la plupart des patients, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont atteints d'une maladie métastatique, est-ce qu'on va recommander de recommencer le traitement en premier? Alors, pour pouvoir traiter tous les emplacements, y compris le rein, et si on a une bonne réponse au traitement, peut-être on va prendre une pause et on va aller enlever ce rein-là. Alors, ça, c'est un changement de pratique si on le compare auparavant. Alors, on voit justement c'est une évolution des pratiques, de pouvoir peaufiner et de pouvoir cibler un traitement qui répond aux besoins spécifiques des patients. Alors, c'est très important qu'on ait avoir une approche qui va pouvoir traiter toutes les différentes parties. Alors, si vous voyez, par exemple, vous avez beaucoup de symptômes, il y a des saignements, ça n'aurait pas une raison pour aller directement à la chirurgie et enlever le rein, mais normalement, c'est une décision qui est faite par une équipe multidisciplinaire et on examine en tant qu'équipe pour chaque cas et chaque patient pour pouvoir offrir une décision qui est mieux adaptée à leur cas et santé. Alors, lorsqu'on repart maintenant de la métastatectomie, alors on a parlé auparavant, c'est mieux de pouvoir passer directement à la chirurgie pour enlever la métastase. Alors, des fois, ça pourrait fonctionner. En d'autres cas, et dans d'autres cas, non. Alors, on le fait, par exemple, si on a enlevé la métastase pour pouvoir éradier, de faire une ablation. Si on croit que cela peut avoir une incidence sur le cancer, on va faire cela. Encore, ça, c'est des décisions. C'est des procédures qui ont des incidences et c'est des décisions qu'on essaye à faire avec des équipes multidisciplinaires. On les a de manière régulière, comme ça on se raconte et on examine le cas pour pouvoir offrir la meilleure solution. Alors, une question qu'on reçoit plusieurs fois, alors une fois qu'on a eu une chirurgie, une fois que le cancer a été enlevé. Alors, pourquoi tu es en train de faire un suivi parce que j'ai plus de cancer? Alors, malheureusement, on ne peut jamais garantir que tout le monde est guéri à 100 On aimerait bien dire oui, on a enlevé le rein avec le tumeur. Moi, on a fermé ce chapitre de votre vie, on va à quelque chose d'autre, mais malheureusement, il y a toujours un risque que le cancer pourrait réapparaître. Alors, ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Ça pourrait être, par exemple, dépend de la taille, la stade, le grade et la nécrose. Il y a d'autres caractéristiques que le pathologiste va nous expliquer, par exemple, pour déterminer le risque que le cancer réapparaît. Alors, par exemple, il y a différents outils pour nous offrir différents moyens. Alors, c'est pouvoir déterminer le type de... Alors, c'est justement le plan de la prise en charge qu'on va être capable de vous offrir. Alors, par exemple, il y a des patients qui vont faire un suivi plus accru, dépendamment du risque. Et vous allez voir dans la présentation de Dr. Kapoor, vous allez voir de pouvoir influencer le risque comme de faire des plans de prévention. Et là, c'est un champ qui est en pleine progression présentement. Alors, on entendra de la part justement de développement qu'on peut percevoir dans ce champ d'études. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir ici dans cette table? On parle de TMN, ça c'est on parle ici de la stade du cancer. Alors, on voit qu'on voit tous les 6 à 16 ans, on est capable de peaufiner le stade. Et si le stade est plus élevé,
la maladie est plus extensive et cela présente un risque plus élevé que le cancer revienne. Alors, c'est pour ça qu'on prend le cancer, parce que ça nous permet de pouvoir concevoir un traitement ou une prise en charge ou un suivi plus personnalisé. Merci beaucoup. Au prochain diapo. Alors, comme j'ai mentionné auparavant, on a différentes lignes directrices émises par le Canada et on peut les trouver dans la plupart des pays. Alors, avoir un horaire, un échéancier qui a été recommandé, alors ça, c'est de pouvoir offrir des lignes directrices à votre chirurgien ou votre médecin pour pouvoir faire les prises de sang, etc., pour pouvoir informer notre plan de prise en charge. Alors, ça, c'est quelque chose qui est personnalisé et ça dépend des préférences du médecin, du patient. Et lorsqu'on regarde justement l'adhérence, on va voir que les médecins vont faire beaucoup plus de types d'imagerie pour reconforter le patient. Certes, il y a un coût associé à l'imagerie, mais on a des lignes directrices qui nous aident à informer notre prise de décision et la détermination de la conception le plan de suivi. Alors, je crois pour conclure que ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est qu'il y a différents aspects concernant la gestion, la prise en charge du cancer du rein. On a parlé de la biopsie, comme on a entendu aujourd'hui. C'est une procédure qui a un risque limité et qui peut offrir beaucoup d'informations. Alors, la biopsie, c'est une bonne chose à faire si on va utiliser les résultats pour pouvoir personnaliser votre traitement, qui est le cas la plupart du temps aujourd'hui. La surveillance. Alors, même si la surveillance si on ne fait pas un traitement, n'est pas quelque chose de positif, mais on s'est rendu compte que justement pour un sous-groupe de nos patients, la surveillance est une approche sécuritaire et sûre et ça peut justement les prévenir des complications. Et aussi, la néphrectomie partielle et radicale doit être choisie en fonction de la tumeur et des facteurs liés au patient. Alors, il n'y a pas une recette unique. Alors, si on peut préserver une partie de votre rein, ça va être notre préférence. Et aussi, c'est même la chirurgie mini-invasive, que ce soit laparoscopique ou robotique. On va toujours s'assurer que la méthode qui est la plus sécuritaire. Alors, aussi, la partie de la gestion de la glande surrénale. Alors, normalement, auparavant, on l'enlevait, mais maintenant, on voit qu'il n'y a pas un bénéfice pour enlever la glande, on la laisse en place. Alors, si on regarde, par exemple, si on regarde la néphrectomie, la métastectomie cytoréductrice doivent être proposées à un groupe sélectionné de patients suite à une discussion multidisciplinaire parce que qu'est-ce qui fait du sens ou de pouvoir faire une chirurgie plus importante, ça ne pourrait peut-être pas le meilleur service qu'on peut vous rendre au début. Alors, il y a différents traitements qu'on pourrait offrir. Alors, sur cette note-là, j'aimerais terminer sur cette note et si vous avez des questions à répondre, je serais ravie de pouvoir les prendre. Merci beaucoup. Alors, je vais juste attendre le docteur Banser de se joindre à nous. Alors, je sais que Mona va se joindre à nous. Alors, vous avez généré beaucoup de questions suite à vos présentations. Alors, j'aimerais vous remercier pour cette super présentation. C'était quelque chose qui a été très informatif concernant les différents traitements qui existent pour les patients qui sont atteints d'un cancer du rein. Et la plupart du temps, on reçoit beaucoup de questions concernant les ressources qui sont disponibles et de pouvoir le diriger vers le site web ou les différentes ressources disponibles. Alors, j'aimerais vous poser la première question de comment alors, la première question, c'est est-ce que c'est les margins qui sont
centrisé, est-ce qu'il y a une incidence sur le type de la néphrectomie partielle radicale? Alors, je vais répondre à cette question. Alors, on peut voir justement, on regarde une base de données qui est ici du Canada, puis on peut voir, faire un suivi des patients. Alors, on parle de 4 à 6 de ces patients. Alors, si nous croit qu'on avait une marge positive, alors s'il y a un tumeur qui demeure en place, je crois que la littérature qui existe est assez variée. On a vu des études qui proposent que ça ne présente pas de un prognostic négatif ou la propagation à un temps ultérieur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va brûler le tumeur sur le côté du rein pour pouvoir enlever ces cellules. Mais il y a d'autres études qui disent que justement que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter parce que le tumeur pourrait revenir et se propager à d'autres organes. Alors, dans notre pratique, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que j'ai vu à travers ma pratique et ma formation? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir faire un suivi plus accru si comparé à d'autres patients. Alors, si au cas où il y a quelque chose qui réapparaît, on pourra prendre ça en considération. Il y a d'autres aussi qui vont enlever tout le rein et ils ne vont pas trouver d'autres tumeurs. Alors, je vais vous informer si c'est à voir qu'on a reçu le rapport que le tumeur a été enlevé, mais on voit qu'il y a tout un point, une marge focale qui demeure en place. Alors, on doit faire un suivi accru. Normalement, je vais avoir une conversation, une discussion très transparente et avoir une discussion avec le patient. Une autre question. À quel moment une personne peut reprendre ses activités normales après une néphrectomie partielle? Et ensuite, j'aurais une question pour Dr. Tanguy. Pour une néphrectomie partielle, ça peut sembler être une opération plus petite de l'extérieur, mais c'est en fait très majeur. C'est comme si on avait poignardé votre rein, donc de manière médicale. Donc, il peut avoir un saignement. Dans les 4 à 6 semaines suivantes, il ne faut pas le soulever plus d'une dizaine, 12, 15 livres. Mais donc, si jamais il y a un peu de saignement, il faut prendre les choses quand même assez sérieusement et venir me voir après à mon bureau. Donc, c'est au moins qu'un 4 à 6 semaines. Docteur Tanguy, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la néphrectomie ouverte? Non, en fait, c'est la même chose. Nous créons des incisions pour une néphrectomie partielle. C'est plus petit, mais il y a quand même un risque d'hernie si on est actif trop rapidement. Ensuite, on a aussi un saignement qui est possible. Donc, activité physique limitée entre 4 à 6 semaines après, que ce soit pour n'importe quelle chirurgie où on a une incision, en fait. Et je voudrais reparler de ça. Nous avons souvent des questions au sujet des hernies qui se développent après une chirurgie. Peut-être que vous pourriez nous donner des idées sur des indices, en fait, sur qu'est-ce qui se produit si jamais il y a une hernie qui se produit à la suite d'une chirurgie. Peut-être que si on a une hernie qui émerge après une chirurgie, on va le voir dans les semaines et les mois ensuite, il y a donc un renflement qui se produit. Ce n'est pas une complication qui est dangereuse et qui menace la vie. C'est bien sûr contraignant et contrariant et peut-être que parfois, ça requiert une chirurgie et bon, les gens ne veulent pas toujours avoir une chirurgie après en avoir déjà eu une. Donc, c'est pour cette raison qu'on suggère aux gens de vraiment prendre ça tranquillement pour bien récupérer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais ajouter parfois après une chirurgie d'un flanc, on peut avoir un renflement sur le côté qui n'est pas nécessairement une hernie, mais bien une faiblesse du muscle. Ça peut apporter donc, parfois, on ne va pas les opérer nécessairement, donc ça peut être contrariant.
pour le patient. Donc, il y avait justement une question sur les renflements au niveau des flancs. Je pense que, Mona, vous avez une question? Est-ce qu'il y a plus de problèmes avec les gens qui... L'incidence est plus grande pour les gens qui ont un cancer du rein ou non? Par contre, si vous avez perdu un rein, vous avez seulement un rein. Et donc, la création de pierres au rein donc, sont plus grandes si jamais on a une pierre au rein, donc on a seulement un rein. Donc, c'est là l'incidence. Donc, s'il y a une formation de pierre au rein, donc il faut faire attention parce qu'on le vit seulement avec un seul rein. Et s'il est bloqué à cause d'une pierre, ça veut dire qu'on n'a plus de rein. Si on a eu une chirurgie laparoscopique pour autre chose, est-ce que ça élimine la possibilité d'avoir une tumeur au rein? Non, je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Si, par exemple, vous avez eu une chirurgie laparoscopique au côlon et que vous avez aussi une tumeur au rein et parfois, vous savez, ils sous-pèsent la sévérité de la chirurgie. On a eu une patiente qui avait déjà eu une chirurgie laparoscopique et elle se demandait si elle pourrait avoir une chirurgie laparoscopique alors qu'elle avait déjà eu une chirurgie. Ah oui, je comprends. La plupart du temps, si les gens ont déjà passé par une chirurgie laparoscopique, en fait, il y a moins de réactions à l'intérieur de l'abdomen, alors qu'on peut avoir plus d'adhésion avec une chirurgie ouverte, parce qu'il faut alors les libérer, les adhésions. Donc, ça peut être un défi. Donc, c'est avec votre chirurgien que vous allez discuter de ces choses. Et oui, je serais d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on a une question de Yves. Il y a souvent des tumeurs bilatérales. Est-ce que les deux reins sont complètement séparés ou il y a des connexions entre les deux reins ou ça peut être lié à une maladie? En fait, les reins habituellement ne sont pas liés entre eux, sauf qu'ils ont le même afflux de sang. Les tumeurs bilatérales peuvent être liées à certains syndromes VHL et parfois, on ne sait pas exactement pourquoi cela se produit. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que, Dr. Tanguy, vous voudriez ajouter quelque chose? Je pense que parfois, les gens peuvent être plus susceptibles de développer un cancer du rein et malheureusement, ça peut être dans les deux reins ou des tumeurs multiples sur un seul rein. Parfois, nous savons pourquoi, nous trouvons la raison et parfois, nous ne trouvons pas la raison. Une chose qui est claire, c'est que si on a des tumeurs multiples ou sur les deux reins, donc ça nous indique qu'une fois que le traitement est complété, il faut rencontrer l'équipe génétique pour nous assurer qu'il n'y a pas de syndrome d'historique familial, en fait, pour éviter donc, ces genèses ou ces aspects génétiques, donc, nous sont plus accessibles qu'avant. Donc, on fait des tests génétiques de manière beaucoup plus simple qu'il y a, par exemple, 2 ans. Donc, dans un cas de cancer bilatéral du rein, on devrait demander ça. Ça fait référence à une question reçue par Russell qui posait la question sur la cartographie du génome pour les thérapies ciblées. C'est assez technique. Est-ce que vous voudriez commenter
en ce qui a trait à la biopsie ou à l'ablation pour des de multi-tumeurs. Donc, on peut essayer d'identifier s'il y a un médicament qui serait plus approprié pour une tumeur en particulier. Ça devient un traitement individualisé. Ça ne se fait pas encore de manière routinière pour le cancer du rein. Ça se fait dans d'autres cancers, mais pas encore avec le cancer du rein. On ne peut pas encore individualiser le traitement à ce niveau, mais en raffinant nos connaissances, nous allons améliorer donc les options au niveau des médicaments. Donc, je pense que on s'en va vers ça. C'est ce qu'on espère tous, c'est qu'on pourra individualiser le traitement pour offrir donc le traitement qui sera le meilleur pour chacun des patients. Mais malheureusement, on n'est pas encore rendu là, mais on espère que ce sera pour très bientôt. On est un peu mis de côté, non? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des types de tumeurs. Ça dépend des liens qui se font avec les mutations et ce qui a été identifié. Donc, c'est comme toutes les autres choses, ça s'en vient. J'aimerais ajouter quelque chose ici. La semaine passée, on a vu la phase 2 de l'essai clinique. Donc, il parlait donc d'une substance qui permettait de diminuer la récurrence de ces tumeurs. Donc, je pense que nous verrons et j'espère que nous verrons de plus en plus l'apparition de plus en plus de médicaments qui peuvent cibler les traitements et en regardant, par exemple, la séquence génomique. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question de Jessica. Elle se demande au niveau de la conduite automobile après la chirurgie. C'est une bonne occasion de se faire conduire, je pense, pendant un certain temps. Non, Dr. Bansal dira que moi, je dis toujours, bon, si vous prenez des antidouleurs, vous ne devriez pas conduire. C'est comme prendre de l'alcool en conduisant. Et ensuite, si vous avez encore des douleurs, je vous dirais, attendez avant de conduire. Parce que s'il faut, par exemple, freiner rapidement, soudainement, vous allez peut-être vous surprotéger, vous protéger et donc retarder le rétablissement. Donc, c'est ce que je donne comme indication, mais peut-être que Dr. Bansal a quelque chose de différent. Je dis la même chose au niveau des narcotiques, au niveau des antidouleurs et tout, mais je dis si vous vous sentez en sécurité, si vous pouvez faire vos activités quotidiennes sans aide et inconfort. Je ne parle pas nécessairement de la douleur, mais je leur dis des recommandations qui sont un petit peu plus générales. Nous avons une dernière question qui est arrivée dans... Est-ce que le temps de rétablissement est le même pour une néphrectomie partielle et complète? Donc, Dr. Bansal, vous pourrez parler de la néphrectomie partielle. Est-ce qu'on parle de radicale versus partielle ou on parle de laparoscomie ouverte? Ah, je suis un peu perdue dans ma question. En fait, on demande si c'est la même chose pour une partielle ou une radicale. En fait, je dirais que cela dépend de l'accès. Si c'est ouverte, une chirurgie ouverte, donc c'est à peu près la même chose. Parfois, on va dans la veine cave, donc ça dépend un peu de la tumeur. Donc, ça peut être un peu plus long si c'est une très grosse tumeur. Mais donc, parfois, c'est la même. Parfois, les néphrectomies partielles demandent un rétablissement plus long parce qu'elles amènent plus de segments. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est l'approche qui va déterminer le rétablissement. Si
Je pense que la laparoscopie avec une plus petite incision, c'est peut-être un peu plus rapide. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été absolument instructif et nous pourrons nous y référer dans le futur. Donc, merci aussi pour votre temps et de soutenir Cancer du Rein Canada. Merci.